Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième leçon vidéo sur le thème de l'autonomie alimentaire en élevage bovin laitier. Je suis Benoît Rouillet, je travaille à l'Institut de l'élevage et je m'occupe d'alimentation des vaches laitières. Nous allons donc parler des résultats du projet Interreg Proteco qui vise à améliorer les résultats techniques et économiques en élevage laitier. Pendant les 3 années du projet, nous avons échangé sur les connaissances et les expériences technico-économiques de 18 éleveurs sous la supervision de leurs conseillers d'élevage. Et parmi ces 18 élevages, le groupe était composé de 6 éleveurs français, 6 flamands et 6 wallons, et ce groupe s'appelle le Club Proteco. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment améliorer son autonomie alimentaire et son autonomie régionale en tant qu'éleveur laitier. L'autonomie alimentaire est un terme général qui peut être divisé en 3 catégories, l'autonomie massique, l'autonomie énergétique et l'autonomie protéique. Pendant cette leçon vidéo, nous souhaitons vous donner plus d'informations sur ces termes, notamment à partir de résultats du réseau d'exploitation du projet Interreg Proteco. Nous verrons plus spécifiquement que l'amélioration de l'autonomie régionale peut non seulement jouer un rôle favorable sur les résultats technico-économiques, mais aussi sur l'impact environnemental de la production laitière, à travers la diminution des émissions d'ammoniac et de l'empreinte carbone du lait. Nous l'illustrerons à l'aide d'un exemple qui a été réalisé dans un élevage du projet Proteco. Comme je viens de le dire, nous distinguons 3 formes d'autonomie alimentaire. Dans un premier temps, l'autonomie massique, qui indique les kilos que vous pouvez produire à la ferme. Quand on parle d'autonomie énergétique, on utilise la quantité d'énergie nette qui est produite sur votre exploitation. Cette valeur sera indiquée en UFL dans les systèmes français ou en VEM dans les systèmes néerlandais. Et enfin, l'autonomie protéique utilise la quantité de matière azotée totale produite à la ferme. La majorité des exploitations laitières sont surtout dépendantes de l'achat de concentrés, et notamment pour la partie riche en protéines. L'autonomie protéique peut donc encore être améliorée. En tant qu'éleveur, il est possible d'améliorer son autonomie protéique d'un point de vue exploitation, par exemple en produisant ses propres concentrés, ou d'un point de vue régional en utilisant des coproduits locaux, comme le tourteau de colza. L'autonomie alimentaire contribue à la performance économique, car l'élevage est moins dépendant des fournisseurs et des prix de marché, et la production locale fournit des matières premières le plus souvent plus durables. L'autonomie peut donc être déterminée pour la ration totale, on l'a vu, mais aussi pour les fourrages. Pour les concentrés, il est plus difficile d'acquérir un niveau d'autonomie élevé. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut surtout viser l'autonomie en fourrage. Enfin, l'importance d'améliorer l'autonomie alimentaire sur votre exploitation sera illustrée à partir d'une étude comparative entre des exploitations françaises et flamandes. Les bases de données de 2 partenaires du projet Interreg Proteco, Avenir Conseil Élevage en Hauts-de-France et Inagro en Flandre, ont été comparées. À partir d'un inventaire de plus de 1000 rations en France et de plus de 600 rations en Flandre, nous avons pu déterminer l'autonomie alimentaire dans chaque région. Si on regarde les résultats techniques dans ce tableau, on constate que les régions ont une productivité animale similaire, autour de 28 à 29 kg de lait brut par vache et par jour, mais que les taux sont légèrement plus élevés en Flandre. L'ingestion de matière sèche par vache et par jour est légèrement plus haute dans le nord de la France. On peut donc en déduire qu'il y a une différence sur l'efficience alimentaire et que celle-ci est un peu plus faible dans la partie Hauts-de-France. En revanche, l'autonomie massique de la ration totale est plus haute en France qu'en Flandre. En comparant la composition des rations, nous observons un équilibre herbe-maïs différent entre les deux régions. En effet, en France, la moitié de la ration est constituée de maïs en silage, alors que l'herbe sous toutes ses formes représente en moyenne 13% de la ration. Les exploitations flamandes utilisent 29% d'herbe en moyenne, dont 24% sous forme d'ensilage. Le pourcentage d'herbe ingérée pendant le pâturage est similaire entre les deux régions et relativement faible. Les exploitations françaises utilisent plus d'autres fourrages qu'en Flandre, notamment des ensilages de céréales et de pulpe de betterave surpressée, comptabilisés ici parmi les fourrages. En Flandre, on utilise davantage de concentrés, 26% comparé aux 19% utilisés en France. Regardons maintenant les chiffres d'autonomie alimentaire dans les deux régions. Dans les Hauts-de-France, dans la base de données Avenir Conseil Élevage, on observe 86% des UFL provenant des fourrages qui sont produites sur l'exploitation. Cette valeur est comparable à la Flandre, qui a une autonomie énergétique des fourrages de 88%. En ce qui concerne l'autonomie protéique, 44% de la matière azotée totale de la ration est produite sur l'exploitation dans le nord de la France. Pour la Flandre, cette valeur revient à 46%, ce qui est similaire. Si l'on compare les deux régions, on constate que les niveaux d'autonomie sont globalement similaires, et ainsi, dans les deux régions, on peut constater une bonne autonomie fourragère, mais une faible autonomie en concentré.
En effet, l'autonomie en concentré est faible, notamment à cause de l'achat de protéines extérieures à l'élevage et notamment de tourteaux de soja importés. Du fait de sa teneur élevée en protéines de bonne qualité, le tourteau de soja est très intéressant dans une ration vache laitière. Mais celui-ci n'est pas produit localement et son empreinte carbone est importante. De plus, on peut aussi se questionner sur le prix qui est très volatile. Trouver des alternatives pour substituer le tourteau de soja importé est donc une des priorités du projet Interreg Proteco. Une des solutions proposées dans notre projet est de remplacer le tourteau de soja importé par du tourteau de colza local. De cette façon, c'est l'autonomie protéique régionale qui est améliorée. Mais la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est possible de maintenir la production laitière sans tourteau de soja importé? Ce qu'on sait, c'est que la composition en acides aminés est différente dans le tourteau de colza par rapport au tourteau de soja. Et c'est pour cela que nous avons fait une approche théorique afin de comparer notamment les taux d'acides aminés digestibles dans une ration complémentée avec du tourteau de soja et dans une ration complémentée avec du tourteau de colza. On a une ration colza qui contient 8,3 g par kilo de matière sèche de lysine digestible, en moins qu'une ration dite soja. Et on s'est posé la question, que se passerait-il si nous ajoutions de la lysine protégée à la ration colza pour compenser le déficit dans cet acide aminé? Eh bien, pour le savoir, nous avons mis en place un essai chez un de nos éleveurs Proteco. Dans cet essai, la totalité du tourteau de soja a été remplacée par des tourteaux de colza. Les 2,4 kg de soja initiaux, classiques et tannés, ont été remplacés par 1,2 kg de tourteaux de colza classiques et 1,8 kg de tourteaux de colza tannés. Pour les besoins en acides aminés, 45 g de lysine protégée a été apportée en supplément. Les molécules de lysine sont protégées avec une couverture externe, ainsi elles ne se dégradent pas dans le rumen et elles seront disponibles pour la vache dans l'intestin grêle. Les 45 g de lysine protégée apportée couvrent 105% des besoins de la vache. Et pour s'adapter à l'apport énergétique entre les deux rations, les quantités de farine de maïs et d'orge moulu ont été augmentées d'environ 14%. De plus, la valeur protéique a été équilibrée en rajoutant 45 g d'urée à la ration. Puisque la quantité de concentré a été augmentée, la proportion d'ensilage d'herbe et d'ensilage de maïs a été légèrement diminuée. Le plan d'essai est illustré sur la droite de votre écran. L'essai se partage en 3 périodes de 21 jours. Un premier contrôle avec la ration complémentée avec du tourteau de soja, suivi d'une période dite de traitement avec la ration complémentée avec du tourteau de colza et de la lysine protégée. Et enfin, une deuxième période de contrôle avec le tourteau de soja. Chaque période a été précédée de 5 à 7 jours de temps d'adaptation. Et à la fin de chaque période, un contrôle laitier a été effectué. Les résultats des contrôles laitiers des 2 périodes de contrôle, donc en début et en fin d'essai, ont été comparés avec le contrôle laitier de la période de traitement du milieu de l'essai. Pendant cet essai, les refus alimentaires ont été pesés pendant 2 semaines. Une semaine pendant la période de contrôle et une semaine pendant la période de traitement. De cette façon, nous avons pu estimer la consommation de matière sèche qui a été similaire pendant les 2 périodes. L'ingestion énergétique, ici indiquée en VEM par kilo de matière sèche, est légèrement inférieure dans la ration colza. À partir de l'ingestion totale, on pourrait s'attendre à une baisse de production estimée de 0,5 kg de lait par vache et par jour. Par contre, nous verrons lors de la présentation de la diapositive suivante que la production a justement augmenté, ce que nous n'attendions pas. L'ingestion en OEB est, malgré la correction avec l'urée, un peu plus négative que dans la ration soja. Par contre, quand on regarde l'ingestion PDI, donc dans le système français, elle est identique pour chaque ration, ce que nous voulions obtenir dans cet essai et ce à quoi nous sommes parvenus. Les graphiques montrent l'influence de la ration sur la production laitière, la production de matière utile et l'urée du lait. Commençons par le graphique de gauche. Nous voyons ici une augmentation marquée de la production laitière avec la ration colza et la supplémentation de lysine protégée. En effet, l'essai a démontré une augmentation significative de production de plus 0,8 kg de lait brut par vache et par jour pendant la période de traitement. Le lait corrigé suit la même tendance, bien que l'effet soit relativement moins prononcé. Dans le graphique suivant, nous voyons que le changement de ration n'a aucun effet sur la production de matière grasse. En revanche, la ration utilisant le tourteau de colza et la lysine protégée a entraîné une augmentation significative de 25 g de matière protéique par vache et par jour. Enfin, regardons le dernier graphique sur la droite. Ici, nous pouvons constater une forte baisse du taux d'urée du lait pendant la période de traitement.
Statistiquement, l'urée a baissé, passant de 21,3 mg pour 100 g pendant la ration soja à 17,7 mg pour 100 g pendant la ration expérimentale à base de colza et de lysine. Cet effet est significatif. Cette diminution suggère que les vaches valorisent mieux l'azote pour produire le lait, notamment plus de matière protéique. Est-ce que cela signifie pour autant que les vaches excrètent moins d'azote? La réponse à cette question suivra plus tard dans cette présentation. Afin de visualiser l'impact économique de la ration, la marge sur coût alimentaire a été calculée pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, la production de matière utile a été suivie. Pendant la semaine sous ration colza-lysine, la production de matières grasses et protéiques a augmenté. Au total, les matières utiles ont augmenté d'environ 4%. Cet écart est néanmoins non significatif d'un point de vue statistique. De cette manière, la rémunération par kilo de matière utile a augmenté de 30 centimes environ. Mais nous voyons ici que la ration colza-lysine coûte aussi 30 centimes de plus en moyenne. Le coût plus élevé de cette ration est dû au fait qu'il faut plus de tourteaux de colza pour remplacer 1 kg de tourteaux de soja. Et en outre, la lysine protégée représente aussi un coût supplémentaire. Enfin, l'ajout d'urée et un apport énergétique supplémentaire jouent également un rôle dans cette différence économique. La marge sur coût alimentaire, qui est définie comme la différence entre la rémunération du produit et le coût alimentaire par vache et par jour, est de 3,6 € par vache et par jour pour chaque ration, et donc identique entre ces deux rations. Dû à la durée de l'essai, ce paramètre a été calculé sur une période relativement courte. La marge peut donc fluctuer au cours du temps en raison de la volatilité du prix du soja et des autres matières premières, ainsi que de l'évolution du prix du lait. L'impact économique de cette ration peut donc être très variable et doit être visualisé et calculé situation par situation. Nous sommes donc posé la question autour de la chute d'urée du lait pour savoir si ça pouvait signifier que les vaches excrètent moins d'azote au final. On a trouvé des éléments de réponse en réalisant une simulation avec l'outil qui est cité sur cette diapo. Cet outil de gestion néerlandais calcule les émissions sur l'exploitation. Et dans la simulation que nous avons réalisée, nous avons pris en compte les caractéristiques de la ferme, les animaux, les stocks d'aliments, la consommation et la manière de distribuer la fumure et les engrais sur les différentes cultures, ainsi que la consommation d'énergie de l'exploitation. Nous avons ensuite pris en compte les changements de ration dans les stockages d'aliments et les changements de résultats techniques observés lors de l'essai précédemment évoqué. Et de cette façon, nous avons pu mettre en évidence l'impact de la ration colza-lysine sur les émissions d'ammoniac et sur l'empreinte carbone de la production laitière. Commençons avec quelques chiffres clés qui vont caractériser l'exploitation. On constate que la production laitière par vache augmente de 3% avec la ration colza-lysine protégée. Un autre paramètre qui est important aussi à noter, c'est l'augmentation importante du concentré de production, qui fait quand même plus 24% dans cette simulation. C'est dû en partie et en grande partie au changement dans la ration expérimentale. Ainsi, la différence dans l'excrétion d'azote par tonne de lait produite est presque nulle. On a également calculé l'efficience de l'azote. Eh bien, l'efficience de l'azote a augmenté de 7% avec cette ration colza-lysine. Ça s'explique d'une part avec l'augmentation de la production de lait et d'autre part grâce à la baisse d'urée du lait. Quand on regarde l'effet de cette ration colza-lysine sur les émissions d'ammoniac sur l'exploitation, la baisse est somme toute modérée puisqu'elle n'est que de 1%. Par contre, l'impact sur les émissions d'ammoniac par kilo de lait est plus frappant sur la partie droite de votre écran, avec une baisse de moins 4%. Donc en réponse à notre question initiale, on peut dire que notre essai a légèrement réduit les émissions d'ammoniac à l'échelle de l'exploitation. À noter le fait que ça n'a pas été mesuré sur l'exploitation en direct. Ces résultats sont issus de simulations à travers un outil. La simulation réalisée a également indiqué qu'il y avait une diminution de l'empreinte carbone du lait, qui passait d'environ 1,3 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait pour la ration soja, à un peu moins de 1,1 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait pour la ration colza-lysine. Cela correspond à une baisse observée de 17%, qui est due à la diminution de l'importation de tourteaux de soja en majorité. Dans le cadre d'un autre projet au sein d'Ilvo qui s'appelle Smart Melken, un essai a été effectué sur une ferme expérimentale avec une ration utilisant du tourteau de colza et des drèches.
Cet essai avait démontré une diminution de l'empreinte carbone du lait similaire à nos résultats de simulation. L'autonomie alimentaire s'applique donc aussi bien à vos fourrages qu'à vos concentrés et à la ration totale. Pour améliorer cette autonomie, il est important de travailler le niveau massique, le niveau énergétique et le niveau protéique. Améliorer votre autonomie alimentaire, c'est non seulement bénéfique pour vos résultats technico-économiques, mais aussi pour la durabilité plus globale de votre exploitation. Merci à tous d'avoir regardé cette leçon vidéo jusqu'au bout, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ainsi que les partenaires du projet Proteco.